Un poids mort. C'est tout ce que tu es, Martel. La voix du colonel Dubois déchira l'obscurité du parcours d'obstacles de Fort de Valmy comme une lame. Le commandant imposant se tenait là, les bras croisés, observant Clara Martel qui peinait à mi-hauteur de la corde à grimper, son bras gauche tremblant violemment. Autour d'eux, une vingtaine d'opérateurs d'élite du GCOS ricanaient, leurs lunettes de vision nocturne brillant d'une lueur verte dans l'obscurité. Regardez-la trembler comme une feuille. Le sergent Laurent éclata de rire en désignant la petite femme suspendue à 5 mètres du sol. Je parie qu'elle ne peut même pas faire 5 pompes sans appeler sa mère. L'équipe partit d'un grand rire alors que la prise de Clara glissait, ses bottes cherchant désespérément un appui sur la corde. Le colonel Dubois s'avança, sa silhouette d'1,90 m projetant une ombre même au clair de lune. Ceci est censé être une unité d'élite, pas une garderie. Descends de là, Martel. Tu te ridiculises et tu nous fais perdre notre temps. Les doigts de Clara devinrent blancs alors qu'elle s'agrippait, la sueur perlant malgré la température de 4 degrés. Son bras gauche fut à nouveau pris de spasmes, un tremblement qui semblait amuser encore plus les soldats qui l'observaient. « Mon colonel, je peux, » commença-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu peux quoi? Nous ralentir? Faire tuer quelqu'un ?» La voix de Dubois résonna sur le terrain d'entraînement. J'ai vu des Jeannettes avec plus de force dans le haut du corps. Les rires moqueurs firent écho dans l'air nocturne, mais aucun d'entre eux ne remarqua la façon dont la respiration de Clara s'était soudainement stabilisée, ou comment son tremblement avait complètement cessé. La descente de Clara de la corde ne fut pas gracieuse. Elle heurta le sol durement, l'impact soulevant un petit nuage de poussière qui fut capté par les projecteurs. Le bruit sourd de son atterrissage ne fit qu'amplifier les rires des commandos rassemblés. Quelqu'un avait sorti son téléphone, enregistrant ce qu'il pensait clairement être un divertissement de choix pour la caserne plus tard. La soldate de première classe Hélène Rodriguez était la seule à ne pas rire. Le plus jeune membre du personnel de soutien se tenait en marge du groupe, le visage crispé par le malaise en regardant Clara se relever de la poussière. Il y avait quelque chose dans la façon dont Martel bougeait, lente, délibérée, comme si chaque mouvement avait été calculé à l'avance. Clara se releva, époussetant la poussière de son treillis usé. L'uniforme avait connu des jours meilleurs, les écussons légèrement délavés, le tissu usé aux genoux et aux coudes. Elle garda les yeux baissés, mais sa posture était étrange. Les pieds écartés à la largeur des épaules, le poids uniformément réparti, le centre de gravité bas. C'était une posture de combat, bien qu'aucun des soldats hilars ne semblât le remarquer. Laurent s'avança d'un pas arrogant, le torse bombé comme un coq. « Pourquoi ne retournerais-tu pas au dépôt de matériel où est ta place? C'est un espace sûr pour les faibles. » Ses camarades ricanèrent, se nourrissant de sa bravade. Laurent était bâti comme un seconde ligne, 1,88 m pour 100 kg de muscles acquis au fil des années d'entraînement dans les forces spéciales. Clara resta silencieuse, le regard fixé au sol. Ses doigts se déplacèrent inconsciemment vers son avant-bras gauche, pressant contre le tissu de la manche de son uniforme. C'était un petit geste, facile à manquer, mais Hélène le remarqua. La façon dont la mâchoire de Clara se serra légèrement, comme si elle luttait contre la douleur. « Bon, assez joué », aboya le colonel Dubois. Toute l'escouade. En mouvement vers le champ de tir de nuit. Nous avons des exercices à tir réel à terminer. Il se tourna vers Clara, son expression un mélange de dégoût et de déception. Martel, vous suivez derrière. Essayez de tenir la cadence. Si vous y arrivez sans trébucher sur vos propres pieds. Le groupe commença à se déplacer dans l'obscurité en direction du champ de tir. Leurs mouvements étaient fluides et coordonnés. C'étaient des guerriers d'élite, chacun trié sur le volet pour ses capacités exceptionnelles. Ils se déplaçaient comme des ombres, faisant à peine un bruit malgré leur lourd équipement. Clara suivait à distance, sa démarche légèrement inégale, favorisant son côté droit. Le caporal Torres, un homme nerveux au trait vif, se laissa distancer du groupe principal. Il bloqua le chemin de Clara, la forçant à s'arrêter. « Et, le poids mort » ricana-t-il. « Tu nous as déjà mis en retard de 10 minutes avec ta performance pathétique à la corde. Tu devrais peut-être abandonner maintenant. Ça nous épargnerait bien des ennuis. » Clara regarda sa montre. Une vieille montre militaire avec un cadran fissuré et un bracelet en cuir usé. Le genre de montre qui avait des histoires à raconter. Elle nota l'heure, mais ne dit rien, contournant simplement Torres pour continuer à suivre le groupe. Hélène accéléra le pas pour marcher à côté de Clara. « Ne les laisse pas t'atteindre, » murmura-t-elle. « Ils sont justes. »« Ce n'est rien, » répondit Clara doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sa main se déplaça pour ajuster les poches à chargeur de son gilet tactique, les arrangeant avec une précision experte. La façon dont elle les organisait,
les chargeurs principaux inclinés juste ce qu'il fallait, facilement accessibles avec l'une ou l'autre main, était une configuration classique des opérations spéciales. Mais dans l'obscurité, alors que tout le monde se concentrait sur ces moqueries, personne ne le remarqua. Le maître principal Guillaume, le sous-officier supérieur supervisant l'entraînement, restait en retrait du groupe principal. Son visage buriné restait impassible, mais ses yeux suivaient les mouvements de Clara avec un intérêt inhabituel. Il avait vu des milliers de soldats au cours de ses 25 ans de carrière. Et quelque chose dans les schémas de mouvement de Martel ne correspondait pas à son dossier. La façon dont elle vérifiait automatiquement les coins, comment sa tête pivotait pour scanner les menaces, même dans la sécurité de la base. C'étaient des comportements ancrés, pas des réponses apprises. L'équipe de commando continuait ses plaisanteries en se déplaçant dans les couloirs entre les bâtiments d'entraînement. J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas pu se qualifier au PAMA le mois dernier, dit l'un d'eux en riant. Elle a dû obtenir une permission spéciale pour repasser. Elle a probablement fermé les yeux en appuyant sur la détente, ajouta un autre, comme une petite fille effrayée lors de son premier jour au stand de tir. Laurent jeta un regard en arrière vers Clara avec un sourire prédateur. Et, Dubois, je mets 500 € sur la table. Je parie qu'elle ne touche pas une seule cible ce soir. Le rire du colonel Dubois fut rauque. Je monte à 1000. Et voici le marché. Si Martel ne touche pas au moins 3 cibles sur 5 à 400 mètres, elle est virée ce soir. Pas d'appel, pas de seconde chance. Il éleva la voix pour que Clara puisse entendre clairement. Tu entends ça, Martel? C'est ta seule chance de prouver que tu as ta place ici. Si tu échoues, tu peux faire tes valises. Clara ajusta le bandage médical autour de son poignet gauche. La technologie de compression avancée, initialement développée pour les astronautes de la NASA, était maintenant la norme pour les lésions nerveuses chroniques. Le médicament sur ordonnance pour les nerfs qu'elle avait pris avant l'entraînement coûtait 12 fois plus cher que les analgésiques ordinaires. Mais c'était la seule chose qui maintenait les tremblements suffisamment gérables pour les tâches de base. Sans cela, les nerfs endommagés par l'éclat d'obus rendraient son bras complètement inutile. Ils atteignirent le champ de tir de nuit, un complexe tentaculaire conçu pour tester l'adresse au tir dans les conditions les plus difficiles. Des systèmes de cibles automatisés s'étendaient dans l'obscurité, à peine visibles même avec les quelques lumières du champ de tir. Les cibles à 400 mètres n'étaient que des silhouettes se découpant sur la lisière des arbres, exigeant une habileté exceptionnelle pour les atteindre de manière constante. Les commandos se rassemblèrent, plaçant des paris et faisant des pronostics sur l'échec inévitable de Clara. L'argent changeait de main alors que des paris secondaires surgissaient. Je dis qu'elle n'arrive même pas à épauler correctement le fusil, rit Jacques, en posant un billet de 50 sur la caisse de munitions qu'ils utilisaient comme table de paris. Martel, à toi, ordonna Dubois, en désignant la ligne de tir. 5 cartouches, 400 mètres. Cible de qualification standard. 3 touches ou tu es dehors. Le chrono démarre quand tu prends position. Clara se dirigea vers le râtelier d'armes, choisissant un FAMA. Ses doigts balayèrent le fusil dans une inspection rapide, vérifiant la chambre, testant la détente, examinant l'alignement de la visée. Les mouvements étaient fluides, automatiques, exécutés en quelques secondes. Laurent le remarqua et ricana. Regardez-la faire semblant de savoir ce qu'elle fait. Elle a probablement vu ça dans un film. Hélène se tenait à l'écart, les poings serrés. Elle ne connaissait Clara que depuis quelques mois, depuis qu'elle avait été affectée à l'unité de soutien logistique. Mais quelque chose dans toute cette situation lui semblait profondément injuste. La femme silencieuse qui gérait efficacement leur équipement, qui s'assurait toujours que chaque soldat obtenait exactement ce dont il avait besoin, qui restait tard pour revérifier les inventaires. Elle ne méritait pas cette humiliation. Clara adopta une position de tir couché, mais son bras gauche tremblait visiblement alors qu'elle essayait de soutenir le fusil. Le tremblement était prononcé, faisant légèrement osciller le canon. Laurent ne put contenir sa joie. Regardez ça. Elle a tellement peur qu'elle ne peut même pas le tenir droit. 2 minutes, Martel, annonça Dubois en regardant sa montre. Fais en sorte qu'elle compte. Clara pressa la détente pour son premier tir. La détonation du fusil déchira l'air nocturne, suivie immédiatement par l'observateur qui cria « Manqué, 2 mètres à droite de la cible ». La célébration fut immédiate. Les commandos se tapèrent dans les mains, comptant déjà leur gain. Dubois secoua la tête de dégoût. Il te reste 4 cartouches. Martel, arrête de gaspiller nos munitions. Clara se déplaça légèrement, puis, avec une lenteur délibérée, elle remonta sa manche gauche jusqu'au coude. Le mouvement était désinvolte, comme si elle cherchait simplement à obtenir une meilleure flexibilité dans son bras. Mais alors que le tissu se retirait, il révéla quelque chose qui fit reculer involontairement le maître principal Guillaume.
Là, gravé sur son avant-bras à l'encre noire délavée, se trouvait un tatouage, une vipère enroulée autour du nombre 17 avec un crâne brisé en dessous, l'emblème de l'unité Fantôme 17. Mais encore plus frappante était l'énorme cicatrice d'éclat d'obus qui parcourait toute la longueur de son avant-bras, rose et boursouflé, témoin d'une blessure catastrophique. Le genre de cicatrice que l'on se fait en combat rapproché, quand le gilet pare-balles ne peut pas vous protéger de l'explosion qui vient du mauvais angle. La brusque inspiration de Guillaume attira l'attention de Dubois. Mais le colonel faisait toujours face à ces hommes, s'adressant à eux. Vous voyez, c'est exactement pour ça que les femmes n'ont pas leur place dans les unités de combat. Elles n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour. Le deuxième coup de feu retentit. Touché, plein centre, annonça l'observateur, sa voix soudainement incertaine. Les rires cessèrent instantanément. La bouche de Laurent resta ouverte, tandis que Clara ajustait sa position de manière infime. Elle fit rouler son épaule gauche selon un schéma spécifique, le mouvement répété de quelqu'un qui a suivi une thérapie physique intensive, quelqu'un qui a appris à contourner des dommages permanents. Troisième tir. Touché, plein centre. Même trou. Maintenant, le silence était assourdissant. 20 opérateurs d'élite se tenaient figés, regardant la femme qu'ils avaient rejetée comme étant sans valeur démontrer une adresse au tir que la plupart d'entre eux ne pouvaient égaler lors de leur meilleur jour. Hélène murmura une prière. Guillaume se rapprocha de Dubois, sa voix urgente mais basse. « Mon colonel, vous devez regarder son bras. » Maintenant. Dubois se retourna, irrité par l'interruption. « De quoi parlez-vous » Les mots moururent dans sa gorge alors que ses yeux se posèrent sur l'avant-bras exposé de Clara. Le sang quitta son visage si rapidement que, pendant un instant, Guillaume crut que le colonel allait s'évanouir. « Non » souffla Dubois. « Ce n'est pas possible. C'est impossible. » Clara resta concentrée sur sa cible, inconsciente du drame qui se déroulait derrière elle. Ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement. Le quatrième coup de feu déchira la nuit. Touché. 3 impacts. Presque dans le même trou. Mon Dieu, marmonna l'observateur. Laurent s'avança, sa bravade antérieure s'effondrant. Qu'est-ce qui se passe? Que signifie ce tatouage? Guillaume répondit, sa voix portant le poids d'une horreur remémorée. Unité Fantôme 17. Une équipe d'opération clandestine qui n'a officiellement jamais existé. Déployée dans la province de Kandahar pour l'opération Enfer. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. 15 août 2019. L'unité entière a été déclarée morte au combat après une embuscade massive. 12 opérateurs tués. Aucun survivant signalé. Mais c'est, commença Jacques avant de s'interrompre, fixant le bras balafré de Clara. S'il n'y a eu aucun survivant, alors comment? Parce qu'il y en a eu un, continua Guillaume. Le seul. Indicatif d'appel fantôme. Vrai non classifié au-dessus de notre niveau d'habilitation. A extrait 6 hommes de la zone de mise à mort sous un feu nourri. A perdu la majeure partie de la fonction nerveuse de son bras gauche en le faisant. Les jambes de Dubois semblèrent fléchir légèrement. Il s'agrippa à la table pour se soutenir, les jointures de ses doigts blanches. Un souvenir lui revenait en mémoire. L'odeur âcre du carburant en feu, le poids des débris le coinçant dans le VAB, la certitude de la mort, puis des mains, petites mais incroyablement fortes, le tirant de là alors que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Une voix calme malgré le chaos. Fantôme actuel, je vous tiens. Tenez bon. Clara aligna son dernier tir. Sans aucun effort apparent, elle passa un tir depuis la hanche, sans même utiliser les organes de visée. Le fusil aboya une dernière fois. Touché. 5 sur 5 dans un groupement de 5 cm à 400 mètres avec un bras endommagé. Putain de... Le détachement professionnel de l'observateur s'était complètement évaporé. En voyant le visage du colonel Dubois se vider de sa couleur alors qu'il fixait ce tatouage, on pouvait sentir le poids d'un secret sur le point d'exploser. Clara se releva lentement, rabaissant sa manche pour couvrir à la fois le tatouage et la cicatrice. Elle mit le fusil en sécurité et se prépara à le remettre au râtelier, se déplaçant avec la même efficacité silencieuse dont elle avait fait preuve tout au long de l'épreuve. Mais la voix de Dubois, quand elle vint, ne ressemblait en rien à l'aboiement autoritaire de quelques minutes auparavant. Elle était brisée, brute, empreinte d'une réalisation soudaine. Fantôme. Le mot sortit à peine plus qu'un murmure, puis plus fort. Vous êtes fantôme. Clara s'arrêta, mais ne se retourna pas. Les commandos se tenaient dans une confusion stupéfaite, regardant alternativement leur colonel et l'employé du service logistique qu'ils avaient passé des mois à tourmenter. Le visage de Laurent était devenu pâle, la réalité commençant à s'imposer. « Mon colonel » s'aventura Jacques. « Que se passe-t-il » Dubois fit un pas en avant, les jambes chancelantes. 15 août,
Le convoi a été durement touché. Des IED suivis de RPG et d'armes légères depuis des positions surélevées. Une embuscade parfaite. Mon VAB a pris un coup direct. Sa voix s'épaissit d'émotion. J'étais piégé. Le feu se propageait. Je pouvais sentir le carburant. Je savais qu'il me restait quelques secondes avant que tout n'explose. Guillaume reprit l'histoire. 6 hommes ont été extraits de cette zone de mise à mort sous un feu continu par un seul opérateur qui a refusé de laisser qui que ce soit derrière. Il désigna le bras couvert de Clara. L'éclat d'obus qui a causé cette cicatrice provenait d'une explosion secondaire. Elle était en train de traîner le 3e homme en lieu sur quand un RPG a explosé à proximité. Ça aurait pu la tuer. Ça aurait dû la tuer. Au lieu de ça, elle a continué. Elle a sauvé 3 autres vies avec son bras pendant « inutile ». Pendant cette confrontation tendue, la lunette de repérage tactique montée à côté du champ de tir affichait les tirs de Clara avec une technologie d'imagerie de précision de qualité militaire. Le système optique avancé, initialement conçu pour les opérations de contre-sniper en Afghanistan, pouvait suivre les trajectoires des balles en temps réel et calculer les points d'impact avec une précision millimétrique. Plusieurs soldats sortirent leurs smartphones cryptés dotés d'applications de communication de champs de bataille pour enregistrer ce dont ils étaient témoins, sachant que le logiciel spécialisé vérifierait l'authenticité des images. Mais l'unité Phantom 17 a été anéantie, protestatores. Tout le monde le sait. C'est enseigné comme une étude de cas en tactique d'embuscade. Tout le monde est mort, sauf une, dit Dubois, sa voix plus forte maintenant. Le médecin a dit qu'elle avait perdu la moitié de son volume sanguin. Il a dit que si elle avait attendu 2 minutes de plus pour l'évacuation sanitaire, elle serait morte d'hémorragie. Mais elle n'a pas attendu. Elle est restée dans la zone de mise à mort jusqu'à ce que chaque soldat vivant soit en sécurité. Clara se retourna enfin, son visage impassible. « Permission de retourner à mes quartiers, mon colonel ?»« Permission ?» commença Dubois, puis s'arrêta. Il se redressa de toute sa hauteur et fit quelque chose qui figea de stupeur chaque guerrier présent. Le colonel Jean-Luc Dubois, commandant de l'unité d'entraînement des opérations spéciales de Fort de Valmy, posa un genou à terre, ses yeux brillants de larmes non versées alors qu'il levait les yeux vers la femme qu'il avait passé des mois à humilier. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il, sa voix portant à travers le champ de tir silencieux. « Je ne serais pas rentré chez moi, auprès de ma femme, de mes enfants. 6 familles ont retrouvé leur père, leur fils, leur mari grâce à vous, et moi. » Sa voix se brisa. « Je vous ai appelé un poids mort. » Laurent recula comme s'il avait été frappé physiquement. Il avait été le plus bruyant, le plus cruel dans ses moqueries, maintenant confronté à la vérité. Son visage montrait un mélange d'horreur et de honte qui semblait le vieillir de 10 ans en quelques secondes. « Nous, mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Clara baissa les yeux sur Dubois. « Vous avez fait votre travail, mon colonel. Vous avez évalué un soldat sur la base de ses performances actuelles. Le passé est classifié pour une raison. »« Non, » dit Dubois avec férocité. « Ne nous laissez pas nous en tirer si facilement. Nous vous avons jugé. Nous nous sommes moqués de vous. Nous. » Il ne put finir. Guillaume S. avança. Elle a raison sur un point. Le passé est classifié. L'unité Phantom 17 n'a officiellement jamais existé. Ces hommes qui ont été sauvés, les rapports indiquent qu'ils ont été extraits par soutien aérien. Aucune mention d'un opérateur solitaire. Il marqua une pause, son visage buriné grave. C'est le genre de secret qui protège les opérations en cours. Et le genre de sacrifice qui n'est jamais reconnu. Hélène avait des larmes qui coulaient sur son visage. La spécialiste logistique discrète avec qui elle s'était liée d'amitié, qui ne se plaignait jamais malgré une douleur chronique évidente. Qui travaillait 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre juste pour suivre le rythme. Elle était une légende. Une histoire de fantôme que les opérateurs des forces spéciales se chuchotaient à voix basse. « Mais pourquoi ?» demanda Laurent, retrouvant sa voix. « Pourquoi se cacher? Pourquoi supporter les abus? Vous auriez pu. » « Aurait pu quoi ?» l'interrompit Clara, s'adressant directement à lui pour la première fois. « Porteur mes médailles, exiger un traitement de faveur? Ce n'est pas ce que font les fantômes. » Elle désigna son bras couvert. 11 bons opérateurs sont morts ce jour-là. Des hommes et des femmes qui étaient de meilleurs soldats que je ne le serai jamais. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, pas de moi. Dubois se releva lentement, sa voix de commandement revenant. « Garde à vous, tout le personnel. Garde à vous. » Les commandos se mirent instantanément au garde à vous, l'entraînement prenant le dessus sur leur choc. Même Guillaume se redressa, des décennies de mémoire musculaire entrant en jeu, présentez armes, ordonna Dubois. Spécialiste Martel, vous allez recevoir l'honneur que vous méritez. 20 guerriers d'élite levèrent la main dans un salut parfait.
Le son de leurs mouvements fut sec dans l'air nocturne. Clara fit un pas en arrière, secouant la tête. « Mon colonel, ce n'est pas nécessaire. »« Silence !» rugit Dubois. « C'est un ordre direct. Vous resterez là et accepterez le respect de chaque guerrier sur ce champ de tir. » Le salut se maintint. D'autres soldats des zones d'entraînement voisines, attirés par l'agitation, commencèrent à se rassembler. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre sur les radios tactiques. « Fantôme est ici. Le spectre est réel. Elle est au champ de tir. » Un jeune caporal de la compagnie Delta arriva, à bout de souffle. « Mon colonel, est-ce vrai? Est-elle vraiment ?» Guillaume hocha gravement la tête. Spécialiste Clara Martel, également connue sous le nom de Fantôme, unique survivante de l'unité Fantôme 17. La foule s'agrandit. Des soldats qui auraient dû être à d'autres tâches, attirés par la nouvelle incroyable. Des commandos parachutistes, des bérets verts, du personnel de soutien. Ils vinrent tous et, à mesure qu'ils comprenaient ce dont ils étaient témoins, chacun se redressa et salua. Clara se tenait rigide, son visage un masque d'émotions contradictoires. C'était exactement ce qu'elle avait essayé d'éviter. L'attention, le culte du héros, la mise en avant. Elle avait voulu servir discrètement, honorer ses coéquipiers tombés au combat par un service simple et dévoué. Laurent rompit la ligne de salut, s'approchant de Clara la tête basse. Spécialiste Martel, Fantôme, je. Il chercha ses mots. Il n'y a pas d'excuse suffisante pour la façon dont je vous ai traité. Je suis... Mon Dieu, je suis tellement désolé. Clara croisa son regard. Vous m'avez traité comme n'importe quel autre soldat qui ne répondait pas aux normes. C'est ce que je voulais. Mais vous n'êtes pas n'importe quel soldat, protesta Laurent. Vous êtes. Je suis une spécialiste en logistique avec des lésions nerveuses qui ne peut pas grimper à une corde, l'interrompit Clara. C'est tout ce que vous saviez. C'est tout ce que vous étiez censé savoir. Torres s'avança, le visage marqué par la honte. Mais nous aurions pu aider. Si nous avions su pour vos blessures, nous aurions pu me traiter différemment, termina Clara. Me donner des aménagements spéciaux. Un service plus facile. Ce n'est pas ce que mon équipe aurait voulu. Sa voix devint féroce. Ils sont morts en guerriers. Le moins que je puisse faire est de vivre comme une guerrière, même si je ne peux plus me battre comme eux. Les suites de cette nuit obligèrent Clara à subir une évaluation intensive au centre médical de la base, où un équipement de test de conduction nerveuse avancée mesura l'étendue de sa blessure. La technologie de rééducation spécialisée, initialement développée pour traiter les vétérans de combat souffrant de lésions nerveuses traumatiques, révéla qu'elle ne conservait que 30% de la fonction de son bras gauche. Malgré cela, l'évaluation informatisée confirma que sa précision de tir dépassait celle de 98% des opérateurs spéciaux en service actif. La voix de Dubois coupa les murmures de la foule grandissante. À partir de ce moment, la spécialiste Martel est l'instructrice principale de tir pour toutes les unités d'opération spéciales de Fort de Valmy. Des objections? Non, mon colonel. La réponse fut tonitruante. Jacques se fraya un chemin à travers la foule, son jeune visage avide malgré la honte dans ses yeux. Spécialiste, je veux dire, Fantôme, nous enseigneriez-vous? Vraiment nous enseigner, pas seulement le tir, mais comment être digne de soldats comme votre équipe? Clara le regarda un long moment. Mon équipe est morte, caporal. Je ne peux pas vous apprendre à être comme eux. La foule se dégonfla légèrement à ces mots, mais elle continua ensuite. Ce que je peux vous apprendre, c'est à ne jamais sous-estimer personne, à juger les soldats par leur cœur, pas leur apparence, et à vous souvenir que les guerriers les plus forts sont souvent ceux qui choisissent de ne pas montrer leur force. Hélène s'approcha, enlaçant Clara dans une étreinte féroce malgré le protocole militaire. Merci, murmura-t-elle, de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force. Guillaume s'éclaircit la gorge. Je devrais mentionner que je savais qui vous étiez depuis le premier jour. Clara se tourna vers lui, un sourcil levé. Maître principal. J'étais à Kandahar, une unité différente, mais j'étais là pour les suites. Sa voix devint rauque. J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu la traînée de sang que vous avez laissée en traînant ces hommes en sécurité. J'ai reconnu vos schémas de mouvement le premier jour où vous vous êtes présenté ici. Il marqua une pause. J'ai gardé le silence parce que je me suis dit que vous aviez vos raisons. Alors pourquoi parler maintenant? Demanda Clara. Guillaume désigna les soldats rassemblés. Parce qu'ils avaient besoin d'apprendre cette leçon. Que les héros ne portent pas toujours des capes ou des médailles. Parfois, ils portent des écussons d'unités de soutien et travaillent dans des entrepôts, supportant leur douleur en silence. Do Bois S avança. Nous devons discuter de votre avenir, spécialiste. Le ministère des Armées voudra savoir. Le ministère peut attendre, l'interrompit Clara. Mon colonel,
ajouta-t-elle tardivement. Pour l'instant, j'ai un inventaire à terminer pour les livraisons de demain. La foule s'écarta alors qu'elle s'apprêtait à partir, mais la voix de Dubois l'arrêta. Martel, demain à 06 Sens, salle de conférence des officiers. C'est un ordre. Clara hocha la tête et continua à marcher, sa démarche légèrement inégale à cause de vieilles blessures, son bras gauche tenu prudemment contre son flanc. La foule la regarda partir en silence, assimilant ce dont elle venait d'être témoin. Laurent se tourna vers le groupe, sa voix portant une nouvelle détermination. Quiconque a posté une vidéo se moquant d'elle, supprimez-la maintenant. Quiconque répand des histoires sur sa faiblesse, vous réparez ça. À partir de demain, elle nous enseigne, et nous allons être les meilleurs élèves qu'elle ait jamais eus. Le groupe se dispersa lentement, chacun perdu dans ses propres pensées. Le champ de tir de nuit, qui avait commencé comme une scène de moquerie et d'humiliation, était devenu un lieu de révélation et de rédemption. Plus tard cette nuit-là, les images de surveillance montreraient Clara dans l'entrepôt de ravitaillement, vérifiant méthodiquement l'équipement et mettant à jour les registres d'inventaire. Seule, elle s'autorisa un moment de vulnérabilité, sa main traçant le contour du tatouage à travers sa manche. Ses lèvres bougèrent en mots silencieux. Des noms. Peut-être les 11 noms de soldats qui ne rentreraient jamais à la maison. Hélène la trouva là 1 heure plus tard. « Tu n'as pas à faire ça ce soir, » dit-elle doucement. « L'inventaire peut attendre. » Clara leva les yeux de son presse-papier. « Mon équipe a toujours terminé ses missions. Chacune d'entre elles. Le moins que je puisse faire est de finir la mienne. » Elle fit une pause, puis ajouta tranquillement, « C'est comme ça que je les honore. » Hélène hocha la tête et prit un presse-papier à son tour. Ensemble, elles travaillèrent dans un silence complice, vérifiant les fournitures qui assureraient la sécurité d'autres soldats sur le terrain. C'était un travail sans gloire, loin des raids et des opérations qui faisaient les gros titres. Mais il était important. Chaque pièce d'équipement correctement entretenue, chaque article suivi avec précision pouvait faire la différence entre un soldat qui rentre chez lui ou non. 3 mois s'écouleraient avant que l'impact total de cette nuit ne devienne clair. Les cours de tir de Clara attiraient des élèves de toute la communauté des opérations spéciales. Son style d'enseignement était unique, calme, patient, axé sur les fondamentaux plutôt que sur des techniques tapax en grave-l'œil. Elle leur apprenait à tirer malgré les limitations physiques, à s'adapter et à surmonter. Laurent devint l'un de ses élèves les plus dévoués, arrivant tôt et restant tard. Lors d'une session, il l'approcha avec une question qui le brûlait depuis cette nuit-là. « Pourquoi ne nous avez-vous pas détestés ? Nous avons été cruels. Nous méritions votre colère. » Clara ajusta sa prise sur le fusil de manière infime. « La colère est un poids, sergent. J'en porte déjà assez. » Elle recula pour observer sa posture. « De plus, vous m'avez traité exactement comme j'apparaissais. Un maillon faible dans la chaîne. C'est une bonne pensée opérationnelle. Ne vous excusez jamais de maintenir des standards. Mais nous sommes allés au-delà du maintien des standards, » protesta Laurent. « Nous avons été des brutes. » « Oui, » admit simplement Clara. « Et maintenant, vous savez mieux. C'est une progression. Mon équipe apprécierait cela. » Le fusil détonna. Le tir de Laurent atteignit le centre de la cible à 600 mètres. Clara hocha la tête en signe d'approbation. « Mieux. Souvenez-vous, le fusil est une extension de votre volonté. Si votre esprit est encombré par la culpabilité, vos tirs le refléteront. » Alors que la nouvelle se répandait dans la communauté des opérations spéciales, des visiteurs commencèrent à arriver. Des officiers qui avaient été à Kandahar, des opérateurs qui avaient entendu les rumeurs sur Fantôme, du personnel médical qui avait traité les blessures catastrophiques. Ils venaient pour rendre hommage, pour la remercier, pour comprendre comment quelqu'un pouvait sacrifier autant et ne rien demander en retour. Dubois devint son plus féroce protecteur, mettant fin à toute tentative d'exploiter son histoire à des fins de propagande ou de publicité. Lorsqu'un officier des relations publiques du ministère suggéra une tournée médiatique pour mettre en avant les femmes dans les opérations spéciales, la réponse de Dubois fut légendairement grossière. Clara appartenait à Fort de Valmy, et il veillerait à ce qu'elle puisse servir selon ses propres termes. Mais des changements s'annonçaient. Le téléphone sur le bureau de Clara, une ligne fixe rarement utilisée connectée au réseau militaire sécurisé, commença à sonner plus fréquemment. Des numéros classifiés, des messages codés, des demandes de consultation sur des opérations qui semblaient de plus en plus urgentes. Un soir, alors que Clara terminait un cours avancé sur le tir en situation de blessure, son téléphone sonna de nouveau. Elle regarda l'identifiant de l'appelant, bloqué, mais avec un préfixe qui indiquait les plus hauts niveaux du commandement militaire. La voix à l'autre bout était modifiée numériquement, mais portait une autorité indubitable. « Fantôme, nous avons une situation. Votre pays a besoin de vous. »
Clara jeta un coup d'œil à ses élèves, qui s'entraînaient encore aux techniques qu'elle leur avait enseignées. De bons soldats, tous dévoués à leur métier et à leurs camarades. Elle pensa à son équipe, 11 fantômes qui ne vivaient plus que dans sa mémoire et dans la vie des hommes qu'ils étaient morts en protégeant. « Je vous rappelle, dit-elle, mettant fin à la communication. Laurent leva les yeux de son fusil. « Tout va bien, spécialiste ?» Clara réfléchit à la question. Pendant 3 ans, elle s'était cachée à la vue de tous, supportant sa douleur et ses secrets en silence. Elle avait été moquée, rejetée, humiliée par ceux qui ne savaient pas. Mais elle avait aussi trouvé un but dans l'enseignement, en s'assurant que la prochaine génération de guerriers serait mieux préparée, plus consciente, plus compatissante. « Tout va bien, sergent, » répondit-elle. « Maintenant, montrez-moi à nouveau ce groupement. Votre respiration est encore décalée d'une demi-seconde. » Alors que Laurent reprenait sa position, Clara toucha distraitement son bras gauche. Les lésions nerveuses étaient permanentes. Aucune technologie médicale avancée ne pourrait restaurer une fonction complète. Mais elle avait appris à s'adapter, à surmonter, à trouver la force dans ce qui restait plutôt que de pleurer ce qui était perdu. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle regarda ses élèves. Laurent avec son humilité retrouvée. Hélène, qui avait commencé un entraînement croisé avec les unités de combat. Jacques, dont le talent naturel s'épanouissait sous une instruction appropriée. Ils étaient sa mission maintenant. Sa façon de s'assurer que le sacrifice de l'unité fantôme 17 continuait d'avoir un sens. La sonnerie insistante du téléphone cessa enfin, mais Clara savait que ce n'était que temporaire. Il rappellerait. Il le faisait toujours lorsque le besoin était assez grand. Elle reporta son attention sur ses élèves, mais Guillaume avait remarqué la distraction. « Prenez 5 minutes, tout le monde », annonça le maître principal. « Hydratez-vous et vérifiez votre équipement. » Alors que les soldats se dispersaient, Guillaume s'approcha de Clara. Son expression était entendue, le regard de quelqu'un qui avait reçu des appels similaires tout au long de sa carrière. « Ils ne vont pas arrêter d'appeler, n'est-ce pas ?» Clara posa son fusil, ses doigts massant inconsciemment son bras endommagé. « Non, ils ne le font jamais quand ils pensent avoir besoin d'un fantôme. Qu'est-ce qu'ils veulent cette fois? Est-ce que ça a de l'importance ?» La voix de Clara portait une lassitude qui allait au-delà de la douleur physique. Il y a toujours une autre mission, une autre crise que seul quelqu'un de sacrifiable peut gérer. Guillaume l'étudia attentivement. « Vous n'êtes pas sacrifiable. Pas pour ces soldats. Pas pour les gens que vous avez sauvés. Tout le monde est sacrifiable, maître principal. » C'est la première leçon que l'unité fantôme a apprise. Elle marqua une pause, les yeux dans le vague. La seule question est de savoir si vous faites en sorte que ça compte. Avant que Guillaume ne puisse répondre, le colonel Dubois entra sur le champ de tir, le visage sombre. Derrière lui marchait une silhouette qui fit se redresser involontairement Clara. La générale Patricia Boyer, commandante du commandement des opérations spéciales. La femme qui avait personnellement classifié les dossiers de l'unité fantôme. Le champ de tir devint silencieux alors que chaque soldat reconnaissait les étoiles sur l'uniforme de Boyer. Elle était une légende à part entière, une vétérane de combat qui avait gravi les échelons en menant depuis le front. Sa présence ici signifiait que quelque chose d'important se passait. Spécialiste Martel, dit Boyer, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à une obéissance absolue. Nous devons parler. Clara resta au garde à vous. Ma générale. Boyer désigna le bureau de Dubois, adjacent au champ de tir. En privé. Tandis qu'il marchait, Clara remarqua les signes subtils, la présence accrue de la sécurité, le fourgon de communication garé à l'extérieur, l'énergie nerveuse qui crépitait à travers la base. Quoi que ce soit, c'était gros. À l'intérieur du bureau, Boyer ne perdit pas de temps en politesse. Elle posa un dossier classifié sur le bureau. Sa couverture rouge était estampillée de marques de sécurité que Clara n'avait pas vues depuis 3 ans. Il y a 18 heures, un agent de renseignement en couverture profonde a cessé d'émettre dans l'est de la Syrie. Sa dernière transmission indiquait qu'il avait acquis des informations critiques sur une attaque biologique planifiée contre les forces françaises. Clara ne toucha pas le dossier. « Avec tout mon respect, ma générale, je suis une spécialiste en logistique avec des lésions nerveuses. Vous avez besoin d'opérateurs actifs pour ça. J'ai besoin de quelqu'un qui peut penser comme un fantôme, » rétorqua Boyer. Quelqu'un qui comprend que parfois, la mission n'est pas une question de puissance de feu. C'est une question d'être invisible, d'être sous-estimé. Elle poussa le dossier plus près. L'agent est l'un des vôtres, le sergent David Chen. Unité fantôme 15. Le nom frappa Clara comme un coup physique. Chen avait été son mentor,
celui qui lui avait appris que la survie n'était pas une question de force, mais d'adaptabilité. L'unité Fantôme 15 avait été dissoute 2 ans avant la destruction de sa propre unité. Ses membres dispersés aux 4 vents. Elle avait cru Shen mort. Il est en couverture depuis 7 ans, continue à Boyer. Vivant comme un marchand local, recueillant des informations qui ont sauvé des centaines de vies. Maintenant, il est piégé, et chaque tentative de sauvetage conventionnel que nous avons modélisé se termine par un échec catastrophique. Clara ouvrit enfin le dossier, parcourant les rapports de renseignement et les images satellites. La situation était pire que ce que Boyer avait indiqué. Shen n'était pas seulement piégé. Il était pourchassé par de multiples forces hostiles qui avaient découvert sa véritable identité. Le bâtiment où il s'était réfugié était encerclé, sans issue apparente. « Vous voulez que je planifie l'extraction » dit Clara. « Je veux que vous la meniez » corrigea Boyer. « Vous aurez une équipe de soutien, mais cela nécessite une pensée de fantôme. Tout le monde voit une forteresse. Vous devez voir ce qu'il ne voit pas. » La main endommagée de Clara trembla légèrement alors qu'elle étudiait les images. Mener signifiait aller sur le terrain. Cela signifiait faire confiance à son corps compromis dans une situation de vie ou de mort. Cela signifiait redevenir l'arme qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. Mon bras peut encore tirer avec une précision de 98%, je peux encore penser, je peux encore diriger. Boyer se pencha en avant. Je ne vous demande pas d'être le soldat que vous étiez. Je vous demande d'être le fantôme que vous êtes devenu. Dubois, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Clara, personne ne vous en voudrait de dire non. Vous avez assez donné, plus qu'assez. Clara regarda de nouveau l'image satellite. Dans son esprit, elle ne voyait pas seulement la situation tactique, mais Shen lui-même, un bon soldat, un héros discret qui avait passé 7 ans en territoire hostile pour protéger son pays. Le même genre de dévouement que son unité fantôme avait incarné. « Qui compose mon équipe » demanda-t-elle. Boyer sourit sombrement. « Des volontaires parmi les soldats que vous avez entraînés. Ils ont demandé l'affectation quand ils ont entendu que cela vous impliquait. » À travers la fenêtre du bureau, Clara pouvait voir Laurent, Hélène, Jacques et Torres s'équiper avec une efficacité silencieuse. Ils savaient déjà. Ils avaient déjà choisi de la suivre dans le danger. « Ce ne sont pas des fantômes, » dit Clara. « Non, » acquiesça Boyer. « Mais ils ont été entraînés par une. Ça pourrait suffire. » Clara ferma le dossier. « Quand partons-nous ? » Décollage dans 2 heures. Vous aurez un vol de 12 heures pour finaliser votre plan. Boyer se leva. Une dernière chose. Cette mission est complètement clandestine. Si ça tourne mal, nous n'avons jamais entendu parler de vous. Comme au bon vieux temps, murmura Clara. Alors que Boyer partait, Dubois posa une main sur l'épaule de Clara. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous avez déjà tout prouvé 100 fois. Clara pensa à Shen, seul en territoire hostile, comptant sur une aide qui pourrait ne jamais arriver. Elle pensa à ses 11 coéquipiers qui n'avaient jamais eu la chance de vieillir, de trouver la paix, de choisir un chemin différent. « Si, » dit-elle doucement, « je le dois. » Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. L'équipe de Clara se réunit dans la salle de briefing, leurs visages marqués par la détermination. Ils s'étaient tous portés volontaires sans hésitation, connaissant les risques, faisant confiance à son leadership malgré tout ce qui s'était passé entre eux. Laurent parla au nom du groupe. « Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. Spécialiste. Nous sommes avec vous. » Clara étudia chaque visage. Ce n'étaient pas les mêmes soldats qui s'étaient moqués d'elle des mois auparavant. Ils avaient appris, grandi, étaient devenus quelque chose de meilleur. Peut-être que c'était suffisant. Première leçon des opérations fantômes, commença-t-elle, sa voix prenant l'autorité tranquille d'une expérience durement acquise. Nous ne menons pas la guerre de l'ennemi. Nous n'opposons pas la force à la force. Nous utilisons leurs attentes contre eux. Elle afficha les images satellites. Ils s'attendent à un sauvetage militaire, des hélicoptères, des explosions, une démonstration de force. Alors, nous leur donnons le contraire. Son doigt traça un itinéraire à travers la ville qui semblait ne mener nulle part près de la position de Shen. Nous devenons ce qu'ils ignorent. Au cours des 12 heures suivantes, à bord d'un transport militaire volant dans des cieux sombres, Clara transforma sa petite équipe en quelque chose d'inédit. Pas des fantômes. Ils n'avaient pas les années d'entraînement pour cela, mais autre chose. Des marcheurs de l'ombre qui pouvaient se déplacer dans les espaces entre la tension. Hélène, avec sa formation médicale, devint leur couverture, une travailleuse humanitaire. Laurent et Jacques se firent passer pour son équipe de sécurité, leurs armes cachées sous des vêtements locaux. Torres s'occuperait de la surveillance électronique et des communications.
Et Clara serait ce qu'elle avait toujours été la meilleure à être, invisible. Le plan était audacieux dans sa simplicité. Pendant que les forces françaises menaient une opération de reconnaissance très visible à 20 km de là, attirant l'attention et les renforts, l'équipe de Clara entrerait dans la ville en tant que travailleur humanitaire répondant à une épidémie de choléra. C'était le genre de mission dans laquelle l'unité fantôme s'était spécialisée, utilisant la désinformation et les préjugés de l'ennemi comme des armes plus puissantes que les balles. Alors qu'ils effectuaient leur approche finale vers la base opérationnelle avancée, Clara sentit le calme familier d'avant-mission s'installer en elle. Son bras lui faisait toujours mal, tremblait toujours, mais ce n'était qu'un autre facteur à prendre en compte, comme la vitesse du vent ou la visibilité. « Souvenez-vous », dit-elle à son équipe alors qu'ils se préparaient à monter dans les véhicules civils qui les emmèneraient en ville. « Nous ne sommes pas des héros. Nous ne sommes pas des soldats. Nous ne sommes personne. Et personne, c'est exactement ce qu'ils ne verront pas venir. » La mission se déroula comme une danse mortelle. Tandis que les bulletins d'information se concentraient sur les mouvements militaires français au sud, l'équipe de Clara franchit les points de contrôle avec de faux papiers et des mensonges bien rodés. Hélène joua son rôle à la perfection. Ses connaissances médicales authentiques conférant de la crédibilité à leur couverture. Ils atteignirent l'emplacement de Chêne à l'aube. Le bâtiment était encerclé par des forces hostiles, comme l'avaient indiqué les renseignements. Mais Clara vit ce que les autres avaient manqué. Les anciens tunnels d'égout qui se connectaient au sous-sol du bâtiment. Oubliés sur les cartes modernes, mais visibles sur les plans d'urbanisme d'avant-guerre qu'elle avait étudiés pendant le vol. « C'est de la folie », murmura Torres alors qu'il se préparait à entrer dans les tunnels. « Pas de renfort, pas de plan d'extraction si ça tourne mal. »« Bienvenue dans les opérations fantômes », répondit Clara. « Le seul plan d'extraction, c'est le succès. » Ils se déplacèrent dans l'obscurité et la saleté, Clara en tête malgré ses limitations physiques. Son équipe suivit sans poser de questions, faisant confiance à la femme silencieuse qui avait passé des mois à leur apprendre que la force se présentait sous de nombreuses formes. Ils trouvèrent Chêne dans une cave, blessé mais vivant. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance quand il vit Clara. « Fantôme, ils m'ont dit que tu étais morte. »« Les fantômes le sont généralement, » répondit-elle, évaluant déjà ses blessures. « Tu peux bouger ?»« Lentement, mais il y a 20 hostiles à l'étage et d'autres dehors. » Clara sourit, son expression vive et dangereuse. « Bien. Ils regardent tous dans la mauvaise direction. L'extraction aurait dû être impossible. Selon tous les critères conventionnels, ils étaient en infériorité numérique, sous-armés et piégés. Mais Clara avait appris depuis longtemps que les critères conventionnels ne s'appliquaient pas aux fantômes. Ils se déplacèrent à travers les tunnels, puis remontèrent par un autre bâtiment, restant toujours dans les espaces où l'attention ne se concentrait pas. Quand ils atteignirent finalement le point d'extraction, un convoi médical se dirigeant vers la frontière turque, Chêne serra la main de Clara. « Merci. Je pensais que j'allais mourir seule là-bas. »« Aucun fantôme ne meurt seul, » dit Clara doucement. « Pas tant que d'autres se souviennent. » Le vol de retour vers Fort de Valmy fut discret, chaque membre de l'équipe assimilant ce qu'il avait vécu. Ils avaient accompli une mission impossible sans tirer un seul coup de feu, sans perdre une seule personne. Ils étaient devenus, ne serait-ce que brièvement, quelque chose de plus que des soldats. Laurent rompit finalement le silence. « C'est toujours comme ça ? La peur, l'incertitude, mais aussi la clarté. » Clara hocha la tête. « À chaque fois. Le jour où ça ne te fait plus cet effet, c'est le jour où tu cesses d'être efficace. » Hélène vérifiait les blessures de Chêne, ses mains stables malgré la chute d'adrénaline. « Je comprends maintenant pourquoi vous vous cachez, pourquoi vous avez choisi le service logistique. Après quelque chose comme ça, comment peut-on simplement revenir à la normale ? » « On ne revient pas, » admit Clara. « On le porte avec soi, mais on apprend à fonctionner quand même. On trouve un nouveau but. » Ils atterrirent à Fort de Valmy au petit matin, la base encore silencieuse. La générale Boyer attendait avec une équipe médicale pour Chêne. Elle fit un signe de tête à Clara, la seule reconnaissance du succès de la mission qui serait jamais officiellement enregistrée. Alors que l'équipe de Clara se dispersait, chacun perdu dans ses propres pensées, Boyer la prit à part. « Excellent travail. Exactement ce que j'attendais de Fantôme. » Clara la regarda fixement. « Ne rappelez plus, ma générale. C'était la dernière fois. » Boyer l'étudia un long moment. « Vous en êtes sûr ? Mes fantômes sont en paix maintenant. Chêne est en sécurité. Ma dette est payée. » Clara jeta un coup d'œil à son équipe, les regardant s'éloigner, changés par ce qu'ils avaient vécu. « J'ai de nouvelles responsabilités ici. Un nouveau but. » Boyer hocha lentement la tête. « Compris. Mais Clara, si jamais nous avons vraiment besoin de fantômes à nouveau. » Clara ne répondit pas directement. Au lieu de cela,
Elle remonta sa manche une dernière fois, regardant le tatouage et la cicatrice qui avaient défini une si grande partie de sa vie. Les fantômes ne prennent pas leur retraite, ma générale. Ils apprennent simplement à hanter des endroits différents. Les semaines qui suivirent virent Clara retourner à son double rôle de spécialiste en logistique et d'instructrice de tir. Mais quelque chose avait changé. Les soldats qu'elle formait se comportaient différemment, comprenaient quelque chose de plus profond sur le service et le sacrifice. Laurent, Hélène, Jacques et Torres devinrent eux-mêmes des instructeurs, transmettant les leçons apprises dans l'obscurité et le silence. Un soir, alors que Clara terminait l'inventaire dans l'entrepôt de ravitaillement, elle trouva un paquet sur son bureau. Pas d'adresse de retour, mais elle reconnut l'écriture. À l'intérieur se trouvait une photographie. Chen avec sa famille, en sécurité dans le programme de protection des témoins. Enfin libre de vivre sans regarder par-dessus son épaule. La note était simple. Un fantôme m'a sauvé la vie. Le moins que je puisse faire est de la vivre pleinement. Clara plaça la photo dans le tiroir de son bureau, à côté de celle de l'unité fantôme 17. 11 visages figés dans le temps, plus un qui survivrait pour porter leur mémoire. Elle ferma le tiroir à clé et retourna à son travail. Les mois passèrent. Le téléphone sur son bureau prit la poussière. Son silence témoignait de son refus final. De nouveaux soldats arrivèrent, entendirent les chuchotements sur la spécialiste en logistique qui était plus qu'elle n'y paraissait. Mais Clara ne confirma ni ne nia jamais. Elle travaillait simplement, enseignait et honorait ses fantômes par un service discret. Puis vint la nuit où tout bascula une dernière fois. Clara était seule dans l'entrepôt, terminant les rapports d'inventaire mensuels. La base était calme, la plupart du personnel en repos ou endormi. Elle entendit la porte s'ouvrir, mais ne leva pas les yeux, supposant que c'était la ronde de nuit. « Tu travailles encore tard » martèle. La voix la figea sur place. Elle la reconnut instantanément, bien qu'elle ne l'ait pas entendue depuis 5 ans. Lentement, elle se tourna pour faire face à la silhouette dans l'embrasure de la porte. Le major Romain Collin se tenait là, son visage balafré, mais reconnaissable. Le commandant en second de l'unité Fantôme 17. Celui dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Celui qu'elle avait pleuré aux côtés des autres. « Tu es mort » murmura-t-elle. « J'ai vu le bâtiment s'effondrer. Personne n'aurait pu survivre. » Collin entra dans la lumière, ses mouvements prudents, contrôlés. Les fantômes ont une façon de survivre à l'impossible. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Il jeta un coup d'œil à son bras. Tout comme ils ont une façon de payer des prix que personne d'autre ne voit. L'esprit de Clara s'emballa. Si Collin était en vie, s'il avait été en vie tout ce temps. Où étais-tu? Prisonnier. Évadé. J'ai passé 3 ans à revenir à travers des territoires hostiles. Sa voix était plate, sans émotion, pour découvrir que mon unité avait été rayée d'eux. La carte, morte et enterrée. Oubliée. Jamais oubliée, dit Clara avec férocité. Je les porte chaque jour. Je les honore en... En quoi? Interrompit Collin, son calme apparent se fissurant. En te cachant, en prétendant être faible. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est entraîné, Clara. Elle le vit alors. La rage sous son extérieur contrôlé. La colère amère de quelqu'un qui avait souffert seul pendant que le monde continuait d'avancer. Ce n'était pas le Collin dont elle se souvenait. C'était quelqu'un de brisé par l'isolement et la douleur, tordu par la conviction d'avoir été abandonné. Romain, dit-elle prudemment, tu as besoin d'aide. De soins médicaux, d'un soutien psychologique. Ce que tu as traversé. Ce que j'ai traversé m'a montré la vérité, la coupe à Collin. Nous étions des outils, jetables, utilisés et mis au rebut quand ça arrangeait. Il sortit un dossier épais de documents. Mais plus maintenant. J'ai passé 2 ans à rassembler ça. Des noms, des opérations, des secrets que certaines personnes tueraient pour garder enterrés. Clara comprit immédiatement. Collin n'était pas là pour des retrouvailles ou un sauvetage. Il était là pour se venger. Tu ne peux pas exposer des opérations classifiées. Des gens vont mourir. De bonnes personnes qui... De bonnes personnes comme nous sont déjà mortes, gronda Collin. Et pourquoi? Pour que des politiciens puissent jouer leur jeu. Pour que des généraux puissent gagner leurs étoiles. Il posa le dossier sur son bureau. Je t'offre un choix, Clara. Rejoins-moi pour tout mettre en lumière, ou reste ici à jouer à la magasinière pendant que je réduis tout en cendres, seul. Le poids du moment s'abattit sur Clara. Elle pouvait voir la douleur dans les yeux de Collin, comprendre la rage qui le consumait, mais elle voyait aussi les 11 visages dans son tiroir. Des soldats qui avaient cru en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'équipe n'aurait pas voulu ça, dit-elle doucement. L'équipe est morte, cria Collin. Ce qui reste, c'est moi et toi,
et j'en ai fini d'être un fantôme pour des gens qui nous voient comme des pions sacrifiables. Clara se leva lentement, son bras endommagé lui envoyant des élancements de douleur jusqu'à l'épaule. Elle se dirigea vers le bureau, prit le dossier et sentit son poids. Des secrets qui pourraient détruire des carrières, exposer des opérations, mettre en danger des agents encore sur le terrain. Colin la regardait, l'espoir et le désespoir se livrent en bataille dans ses yeux. Elle pensa à Chen, vivant parce que des fantômes croyaient encore en la mission. À ses élèves, apprenant que la force signifiait plus que la puissance physique. À Dubois, qui avait appris à voir au-delà des apparences. À 11 fantômes qui avaient tout donné, croyant que cela avait un sens. « Tu as raison, dit-elle finalement. Nous étions des outils. » Colin se redressa, l'anticipation illuminant ses traits marqués. Mais nous avons choisi de l'être. Chaque mission, chaque sacrifice. Nous l'avons choisi, pas pour les politiciens ou les généraux, mais pour les soldats à nos côtés, pour les familles qui ne connaîtraient jamais nos noms. Elle lui tendit le dossier. Prends-le. Brûle le monde si c'est ce dont tu as besoin. Mais tu le feras seul, parce que je choisis d'honorer notre équipe différemment. Colin la fixa, puis le dossier. Tu es une idiote, Clara, à croire encore en un système qui t'a jeté. Non, corrigea-t-elle. Je crois aux gens. En Laurent qui a appris l'humilité. En Hélène qui a trouvé le courage. En chaque soldat qui passe cette porte en cherchant à être meilleur. Elle posa le dossier entre eux. C'est ma mission maintenant. C'est comme ça que j'honore nos fantômes. Pendant un long moment, Colin resta figé. Elle pouvait voir la guerre à l'intérieur de lui. L'opérateur qui avait suivi les ordres pendant si longtemps luttant contre l'homme brisé qui avait souffert seul. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Je ne peux pas simplement prétendre que ça avait un sens alors que j'ai tout perdu. » Clara contourna le bureau, c'est pas prudent. Elle tendit sa main valide et lui serra l'épaule. Alors ne prétends pas. Reste. Guéris. Aide-moi à enseigner à la prochaine génération à être meilleur que nous ne l'étions. Colin la regarda, des larmes traçant des sillons dans la saleté et les cicatrices de son visage. Je ne suis pas. Je ne suis plus celui que j'étais, Clara. Cet homme est mort dans ce bâtiment. La femme que j'étais aussi, admit Clara. Mais nous sommes toujours là, nous respirons encore. Ça doit compter pour quelque chose. Le dossier reposait entre eux, ses secrets intacts. Dehors, la base commençait à s'éveiller. Des soldats se préparant pour une autre journée d'entraînement. Clara entendit des voix familières. Laurent dirigeant le sport. Hélène préparant le matériel médical. Torres calibrant l'équipement. Colin ramassa lentement le dossier. Pendant un instant, Clara se tendit, incertaine du choix qu'il ferait. Puis il se dirigea vers le destructeur de documents industriels dans le coin et y inséra les papiers, un par un. Des années de renseignements recueillis, détruits en quelques minutes. « Et maintenant » demanda-t-il quand ce fut terminé. Clara rabaissa sa manche, couvrant le tatouage qui avait défini une si grande partie de sa vie. « Maintenant, tu vas rencontrer mes élèves. Attention, ils ne sont pas faciles. Têtus, orgueilleux. Ils pensent tout savoir. » Elle sourit légèrement. « Ça te rappelle quelqu'un ?» Le rire de Colin était rouillé, inutilisé. « Ouais, c'est vrai. » Alors que le soleil se levait sur Fort de Valmy, 2 fantômes sortirent de l'entrepôt. Non pas pour disparaître dans l'ombre ou entreprendre une autre mission impossible, mais pour faire face à quelque chose de plus difficile. Vivre dans la lumière, enseigner aux autres à être meilleurs, honorer les morts en servant les vivants. Derrière eux, sur le bureau de Clara, le téléphone resta silencieux. Il sonnerait à nouveau un jour. Il le faisait toujours lorsque le besoin était assez grand. Mais pour l'instant, il y avait des élèves à former, des soldats à façonner, et des fantômes à laisser reposer en paix par le but plutôt que par la vengeance. La dernière entrée dans le journal personnel de Clara cette nuit-là fut brève. Colin est vivant. L'unité n'est pas oubliée. Nous continuons à servir, juste différemment. Demain, nous recommençons. Et dans la marge, à peine visible, elle avait écrit 11 noms. Non plus en deuil, mais en promesse. Leur sacrifice résonnerait à travers chaque soldat qu'elle formerait, chaque vie qu'elle toucherait, chaque choix d'être meilleur que les circonstances ne l'exigeaient. Les fantômes, après tout, ne sont aussi puissants que les vivants qui se souviennent d'eux. Et Clara Martel, fantôme de l'unité Fantôme 17, veillerait à ce qu'il ne soit jamais oublié. Le journal se ferma. Les lumières s'éteignirent. Et quelque part dans l'obscurité, l'arme la plus puissante d'un guerrier attendait patiemment l'aube. Le choix de continuer à enseigner, de continuer à croire que le service signifiait plus que la reconnaissance. Que la force se manifestait de manières inattendues. Et que parfois,
La chose la plus puissante qu'un fantôme puisse faire était de refuser de disparaître. Les vrais guerriers, avait-elle écrit sur la dernière page, n'ont pas besoin que le monde voie leurs cicatrices. Ils ont juste besoin de savoir que lorsque le moment est venu, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas échoué. Ils n'ont pas oublié. Nous sommes tous des fantômes, en fin de compte. La seule question est ce que nous choisissons de hanter. Certains hantent les champs de bataille, leur présence se faisant sentir dans chaque cratère et chaque cicatrice sur la terre. J'ai parcouru ces terrains à l'aube, quand la brume s'accroche à la terre comme les derniers souffles des défunts, et je les ai sentis là, non pas comme des entités surnaturelles, mais comme des échos imprimés dans le sol même. En Afghanistan, il y a une vallée où la Task Force Fantôme a perdu 3 opérateurs dans une embuscade. Les habitants n'y font plus paître leurs moutons. Ils disent que le sol se souvient, qu'ils murmurent des ordres tactiques dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Peut-être est-ce vrai. Peut-être que chaque champ de bataille devient une salle de classe où les morts continuent d'enseigner des leçons écrites en douille de laiton et en terre noircie de sang. Ces fantômes n'ont pas besoin de draps ou de chaînes. Ils se manifestent dans la façon dont les soldats vétérans évitent inconsciemment certaines positions. Dans les secondes supplémentaires de prudence prises au carrefour qui ont coûté des vies, dans la révérence montrée à des parcelles de terre sans particularité qui ont un jour été rougies de sacrifices. D'autres hantent les souvenirs de ceux qu'ils ont sauvés, continuant à vivre dans les fêtes d'anniversaire auxquelles ils assistent, dans les remises de diplômes dont ils sont témoins, dans les petits-enfants nés de parents qui ont failli ne pas rentrer à la maison. Ce sont les fantômes les plus bienveillants, ceux qui se multiplient plutôt que de diminuer avec le temps. Je pense au spécialiste Jacques Martin, sans lien de parenté malgré le nom, qui s'est jeté sur une grenade à Kandahar. Les 3 soldats qu'il a sauvés ont eu 11 enfants à eux 3. 11 vies qui existent parce qu'un homme a choisi de devenir un fantôme. Lors des rassemblements militaires, on peut repérer ces hantises vivantes. Le survivant qui donne à son premier-né le nom de l'ami qui l'a poussé hors de la ligne de mire d'un sniper. L'officier qui porte sur lui une photo plastifiée du sergent qui est mort en le transportant jusqu'à une évacuation sanitaire. L'entrepreneur civil qui allume une bougie chaque année à l'anniversaire du jour ou un soldat dont elle n'a jamais appris le nom l'a porté sur 6 km en territoire hostile avec une balle dans la colonne vertébrale. Ces fantômes ne s'estompent pas avec le temps. Ils se renforcent avec chaque vie qu'ils touchent par procuration. Chaque décision prise par quelqu'un qui a vécu parce qu'ils sont morts. Il y a des fantômes qui hantent les systèmes et les institutions. Leur influence se propage à travers des politiques modifiées et une pensée évoluée, touchant des vies des décennies après la fin de la leur. La capitaine Jessica Rodriguez hante chaque recrue féminine qui n'a plus à prouver sa place. Parce que Rodriguez a déjà payé ce prix en sang et en bureaucratie. Son fantôme vit dans des manuels d'entraînement révisés, dans des unités intégrées, dans le simple fait qu'une femme échouant en traction est maintenant considérée comme un problème d'entraînement, et non comme la preuve d'une inadéquation inhérente. Le sergent-chef Karl Durand, un autre Durand, bien que je me demande parfois si l'univers a un quota pour ce nom, hante chaque hôpital militaire qui dépiste maintenant les traumatismes crâniens qui auraient été rejetés comme s'être fait sonner les cloches à son époque. Il s'est suicidé 6 mois après sa démobilisation, incapable d'expliquer les maux de tête, la confusion, la rage qui n'était pas lui, mais qui était devenu lui. Son fantôme est chaque soldat qui reçoit de l'aide à temps. Chaque famille qui n'a pas à se demander pourquoi papa a changé en rentrant à la maison. J'ai appris que les fantômes les plus puissants ne hantent pas par la peur ou le regret. Ils hantent par l'inspiration, par des leçons enseignées dans des moments calmes, par des exemples de courage qui semblaient ordinaires à l'époque, mais qui deviennent légendaires dans la mémoire. La soldate de première classe Hélène Vasquez hante à travers le carnet qu'elle tenait, rempli de poésie écrite entre les combats. Son chef de groupe l'a trouvée après sa mort, l'a publiée, et maintenant ses mots sur la recherche de la beauté dans les zones de guerre inspirent les thérapeutes travaillant avec les vétérans de combat. Elle n'a jamais su qu'elle était poète. Elle pensait juste qu'elle essayait de rester saine d'esprit. Mais son fantôme enseigne à des milliers de personnes comment trouver la lumière dans l'obscurité, comment créer quand tout autour de vous est en train d'être détruit. Ces fantômes inspirants ne font pas cliqueter de chaînes. Ils les forgent en pont entre qui nous étions et qui nous pourrions devenir. Chaque soldat qui apprend à voir la force dans des endroits inattendus porte notre fantôme en avant. Quand le sergent Torres s'empêche maintenant de juger une recrue sur son apparence, c'est une hantise. Quand Hélène remet en question ses propres suppositions avant ses certitudes, c'est une possession de la plus douce des sortes. Chaque acte d'humilité de la part de ceux qui se tenaient autrefois fiers. Chaque moment de reconnaissance pour les oubliés. Ce sont nos hantises. Elles se propagent comme des ondulations de pierres jetées dans une eau calme. Chaque action créant des conséquences que l'acteur pourrait ne jamais voir. Une recrue traitée avec respect devient un officier qui change la politique. Un moment de gentillesse à l'entraînement devient une philosophie de leadership qui sauve des vies 20 ans plus tard. Nous hantons non pas par la présence, mais par l'absence remplie de but.
Des lacunes dans le monde où la cruauté aurait pu se trouver, remplacées par une compréhension acquise à un coût terrible. Mon unité est morte en croyant que leur sacrifice avait un sens. Il hante par la foi, par la conviction inébranlable que ce que nous faisons en uniforme résonne longtemps après que l'uniforme soit retiré. Ils sont dans chaque briefing de renseignement qui empêche une attaque. Chaque malentendu culturel qui est résolu avant de devenir une crise. Chaque vie sauvée par quelqu'un qui a appris à penser au-delà de l'évidence. L'unité fantôme n'a officiellement jamais existé. Mais nos fantômes sont partout. Dans des algorithmes qui détectent les menaces, dans des protocoles diplomatiques qui préviennent les guerres, dans les professionnels discrets qui ont appris que parfois, la plus grande victoire est le combat qui n'a jamais lieu. Colin a survécu en croyant que cela n'avait pas d'importance. Il hante par le doute, par les questions qui tiennent les commandants éveillés la nuit. Avons-nous pris la bonne décision? Le coup en valait-il l'objectif? Son fantôme s'assure qu'aucune mission n'est approuvée sans que quelqu'un ne pose les questions difficiles. Qu'aucune vie n'est risquée sans une triple vérification des renseignements. Sa survie est devenue sa propre sorte de mort. La mort de la foi aveugle dans les ordres, la naissance d'un scepticisme sain qui pourrait empêcher le prochain Colin d'avoir à choisir entre sa conscience et le commandement. Il hante chaque rapport d'après-action qui admet l'échec. Chaque leçon apprise, écrite à l'encre plutôt que dans le sang. J'existe quelque part entre les deux, choisissant de hanter non par la colère ou le chagrin, mais par le but. Enseigner, façonner, se souvenir. Mon fantôme parcourt les couloirs de Fort de Valmy. Dans chaque recrue non conventionnelle qui obtient une chance. Dans chaque exercice d'entraînement qui mesure le jugement autant que la physicalité. Dans chaque moment où quelqu'un se souvient que les guerriers se présentent sous des formes que nous n'attendons pas toujours. Je hante à travers chaque élève qui surpasse son professeur. Chaque préjugé brisé. Chaque barrière franchie par quelqu'un à qui on a dit qu'il n'avait pas sa place. Ma hantise est un choix renouvelé chaque jour de transformer les blessures en sagesse, la perte en leçon, le deuil en croissance. Les morts ne choisissent pas leur hantise. Elle est choisie par la façon dont ils ont vécu et dont ils sont morts. Mais les vivants, nous qui portons leurs fantômes, nous pouvons choisir comment nous les laissons nous posséder. Nous pouvons les laisser nous entraîner dans les ténèbres, ou nous pouvons les laisser nous élever vers la lumière. Nous pouvons laisser leurs sacrifices devenir des chaînes qui nous lient aux anciennes méthodes, ou des clés qui ouvrent une nouvelle compréhension. Chaque jour, je choisis d'être hanté par le meilleur de ceux que j'ai perdus. De laisser leur courage éclipser ma peur, leur foi surmonter mon doute. En fin de compte, nous ne choisissons pas de devenir des fantômes. La mort et le traumatisme garantissent que nos échos survivent à nos pas, que notre influence se propage au-delà de notre intention. Nous choisissons seulement si nous hantons le monde avec nos pires moments ou nos meilleurs, avec notre douleur ou avec notre but. Et donc je choisis, chaque matin quand je fais face à de nouvelles recrues. Chaque nuit quand je planifie des opérations qui pourraient faire des fantômes d'autres personnes, d'hanter ce monde avec tout ce que j'ai appris de ceux qui me hantent. Parce que les histoires de fantômes les plus puissantes ne parlent pas du tout des morts. Elles parlent des vivants qui les portent en avant, qui choisissent d'être possédés par le but plutôt que paralysés par le passé.